En 1257, Bagdad était bien plus qu'une simple ville. C'était le cœur battant de la civilisation islamique, la capitale d'un empire vieux de 5 siècles. Des centaines de milliers d'habitants vivaient dans ses murs, marchands venus de l'Inde, savants persans, lettrés arabes, artisans de tous horizons. Les mosquées dorées brillaient sous le soleil mésopotamien. Les bibliothèques regorgeaient de manuscrits rares sur la médecine, l'astronomie, les mathématiques. La grande bibliothèque abritait des ouvrages qu'on ne trouvait nulle part ailleurs au monde. Le califat abbasside régnait depuis 750. Fondé par As-Safa, après avoir renversé les Omeyyades, il avait établi Bagdad comme sa capitale en 762. Al-Mansour avait choisi avec soin l'emplacement de cette cité sur les rives du Tigre. Le climat était doux, les terres fertiles et la position stratégique permettaient de contrôler les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. La ville s'était développée autour d'un plan circulaire qui lui avait valu le surnom de Ville ronde. On l'appelait aussi Madinat al-Salam, la cité de la paix. Sous Haroun al-Rachid, le califat avait connu son apogée. Les cours d'eau irriguaient les jardins luxuriants. Les marchés débordaient de soieries chinoises, d'épices indiennes, de perles du Golfe. Les érudits traduisaient les textes grecs anciens dans la maison de la sagesse. Les poètes récitaient leurs vers dans les palais. Bagdad rayonnait comme aucune autre ville n'avait jamais rayonné. Mais ce temps glorieux était révolu. À partir du 9e millénième siècle, l'Empire avait commencé à se fragmenter. L'Espagne s'était détachée dès 756 avec Abd al-Rahman. Le Maghreb avait échappé au contrôle direct. L'Égypte avait développé ses propres dynasties. Même en Perse, des pouvoirs locaux s'étaient affirmés. Les gouverneurs provinciaux étaient devenus de véritables souverains indépendants qui ne reconnaissaient l'autorité du calife que du bout des lèvres. Au 11e millénième siècle, les choses s'étaient encore aggravées. Des sultans d'origine turque avaient pris le contrôle effectif du pouvoir. Le calife gardait son titre, son prestige religieux, mais il n'était plus qu'une marionnette entre les mains des véritables maîtres du jeu. Les Bouyides puis les Seldjoukides s'étaient succédés comme puissance tutélaire. Le calife bénissait, légitimait, mais ne commandait plus rien. En 1258, Al-Mustasim occupait le trône califal. C'était le 37e calife abbasside. Il régnait sur un territoire considérablement réduit, essentiellement l'Irak et une partie de la Perse occidentale. Son armée était faible, mal organisée, mal équipée. Les murailles de Bagdad n'avaient pas été entretenues depuis des décennies. Mais Al-Mustasim se croyait protégé par le prestige de sa lignée. Il pensait que personne n'oserait s'attaquer au successeur du prophète, au commandeur des croyants. Cette conviction allait causer sa perte, car pendant que Bagdad s'enfonçait dans sa torpeur dorée, une tempête se préparait à l'est. Une force destructrice comme le monde n'en avait jamais connue se mettait en marche. Les Mongols arrivaient. Gengis Khan était mort en 1227, mais son empire continuait de grandir. Ses fils et petits-fils avaient conquis la Chine, soumis la Russie, ravagé l'Europe de l'Est. En 1251, Möngke Khan était devenu le 4e grand Khan. Il régnait sur le plus vaste empire terrestre de l'histoire humaine, s'étendant de la Corée à la Pologne, de la Sibérie aux portes de l'Inde. Möngke était un stratège méthodique. Il ne se contentait pas de raids sporadiques. Il voulait soumettre définitivement toute la Mésopotamie, la Syrie, l'Iran et pourquoi pas l'Égypte et au-delà. Pour mener cette campagne gigantesque, il choisit son frère Hulagu. Ce choix n'était pas anodin. Hulagu avait environ 40 ans. Il possédait l'expérience militaire, la cruauté calculée et l'intelligence tactique des grands conquérants mongols. Möngke donna à Hulagu des moyens sans précédent. Il ordonna que 2 combattants sur 10 dans tout l'Empire rejoignent cette armée. Des guerriers arrivèrent de Mongolie, de Chine, d'Asie centrale, de Russie. Au total, Hulagu rassembla probablement entre 120 000 et 150 000 hommes. C'était la plus grande force militaire jamais constituée par les Mongols pour une seule campagne. Cette armée n'était pas un ramassis de barbares montés sur des chevaux. C'était une machine de guerre sophistiquée. Hulagu avait recruté plus de 1000 ingénieurs et artilleurs chinois, les meilleurs spécialistes du siège au monde. Ces hommes savaient construire des catapultes géantes capables de lancer des projectiles de plusieurs centaines de kilos. Ils maîtrisaient la poudre à canon, les fusées incendiaires, les bombes explosives. Ils connaissaient l'art de saper les murailles, de détourner les cours d'eau, de créer des brèches dans les défenses les plus solides. L'armée comprenait aussi des contingents arméniens, géorgiens, persans. Ces chrétiens et musulmans locaux servaient de guides, d'interprètes, de troupes auxiliaires. Ils connaissaient le terrain, les langues, les coutumes.
Leur présence donnait à la campagne une dimension de guerre religieuse qui compliquerait encore la situation. La cavalerie mongole formait le cœur de cette force. Ces cavaliers nés dans les steppes pouvaient chevaucher pendant des jours sans repos. Leurs arcs composites avaient une portée et une puissance supérieures à toutes les armes contemporaines. Ils maîtrisaient des tactiques de feinte et d'encerclement qui avaient écrasé toutes les armées qu'ils avaient affrontées. Leur discipline était absolue. Une seule défaite, une seule retraite non ordonnée, et les officiers étaient exécutés sur le champ. Hulagu lui-même était un chef complexe. Contrairement à l'image du barbare sans foi ni loi, c'était un homme cultivé qui s'intéressait à la philosophie et aux sciences. Sa mère était chrétienne nestorienne. Son épouse principale, Dokuz Khatun, était également chrétienne. Plusieurs de ses conseillers proches appartenaient à l'Église d'Orient. Cette influence chrétienne aurait des conséquences majeures lors du siège de Bagdad. Mais Hulagu restait avant tout un Mongol. Il pratiquait le tangrisme, la religion chamanique de ses ancêtres. Il croyait au destin manifeste de sa famille, à leur droit divin de conquérir le monde. Et surtout, il avait hérité de Gengis Khan une doctrine militaire terrifiante, la terreur comme arme stratégique. Pour décourager toute résistance future, il fallait que la chute d'une ville soit si horrible, si totale, si définitive, que toutes les autres préfèrent se rendre sans combat. En 1256, Hulagu était en Perse. Il venait d'écraser les assassins, cette secte chiite qui terrorisait la région depuis des décennies. Leur forteresse réputée imprenable d'Alamut était tombée. Leur grand maître avait été exécuté. Les survivants avaient été dispersés. Cette victoire avait démontré qu'aucune place forte, aussi solide fût-elle, ne pouvait résister à la machine de guerre mongole. Hulagu tourna alors son attention vers Bagdad. Le calife abbasside représentait un défi particulier. Ce n'était pas un simple seigneur local. C'était le chef spirituel de tout l'islam sunnite, le successeur reconnu du prophète. Attaquer Bagdad, c'était s'attaquer au cœur symbolique d'une religion qui comptait des dizaines de millions de fidèles. Mönke avait donné son accord. Hulagu ne connaissait pas le doute. Depuis plusieurs années, les Mongols envoyaient des raids en territoire abbasside. Dès 1241, le calife payait un tribut pour éviter les attaques. C'était une humiliation que Bagdad essayait de dissimuler, mais tout le monde savait que l'empire abbasside survivait par la grâce des Mongols. Cette situation ne pouvait durer éternellement. En 1257, Hulagu décida qu'il était temps d'en finir. Il envoya des émissaires à Al-Mustasim avec un message clair « Rends-toi ou péris ». Le calife devait venir en personne se prosterner devant Hulagu, reconnaître la suzeraineté mongole, démanteler les défenses de Bagdad, livrer ses trésors et ses troupes. En échange, il pourrait garder sa vie et peut-être une ombre de pouvoir. Al-Mustasim commit alors l'erreur fatale. Au lieu d'accepter ou de préparer frénétiquement sa défense, il choisit de menacer. Ses conseillers lui assuraient que Hulagu n'oserait jamais attaquer la ville sainte. Il lui disait que tous les musulmans du monde se soulèveraient pour défendre le califat. Il lui promettait que les murailles de Bagdad étaient infranchissables. Le calife se laissa convaincre. Sa réponse fut arrogante et insultante. Il rappela à Hulagu qu'il était le commandeur des croyants, le maître de tous ceux qui priaient Allah. Il affirma que si les Mongols osaient attaquer, ils seraient engloutis par une marée de guerriers venus de tout le monde musulman. Il menaça Hulagu des pires châtiments divins. Cette lettre scella le sort de Bagdad. Hulagu la reçut avec un sourire glacial. Les sources rapportent qu'il aurait dit à ses généraux « Le calife a choisi sa destinée. Nous la lui offrirons ». Il donna l'ordre à son armée de se mettre en marche. En novembre 1257, les Mongols arrivèrent aux portes de Bagdad. L'armée d'Al-Mustasim était pathétique comparée à la force mongole. Les chroniques parlent de quelques dizaines de milliers d'hommes au mieux, probablement beaucoup moins. Ces soldats n'avaient pas connu de véritables combats depuis des décennies. Leur équipement était vétuste, leur moral était bas. Ils servaient un maître affaibli dans une ville qui n'avait pas vu de siège depuis des siècles. Les murailles de Bagdad n'avaient pas été réparées depuis longtemps. Des sections entières étaient fissurées. Les tours de guet manquaient d'hommes. Les provisions étaient insuffisantes pour un long siège. L'armée n'était même pas concentrée dans la ville. Une partie importante des troupes était dispersée dans les provinces pour collecter les impôts et maintenir l'ordre. Quand les premières unités mongoles furent aperçues au loin, la panique s'empara de Bagdad. Les habitants comprirent soudain que leur monde était sur le point de s'effondrer. Certains essayèrent de fuir, mais il était déjà trop tard. D'autres se réfugièrent dans les mosquées, priant pour que Dieu protège sa ville sainte. Les plus lucides commencèrent à enterrer leurs biens les plus précieux, sachant que ce qui allait suivre serait terrible. Al-Mustasim tenta une dernière manœuvre diplomatique.
Il envoya des messagers proposer sa soumission et un tribut considérable. Mais Hulagu ne voulait plus de négociations. Le calife avait eu sa chance. Maintenant, Bagdad devait tomber pour servir d'exemple à tout le monde musulman. Les émissaires revinrent avec une réponse sans ambiguïté, rendition inconditionnelle ou destruction totale. Le calife ordonna alors une sortie militaire désespérée. C'était sa seule option. Si ses troupes restaient enfermées dans la ville, les Mongols les affameraient tranquillement. Il fallait tenter de briser l'encerclement, peut-être même de blesser suffisamment l'armée mongole pour qu'elle se retire. Les Mongols s'étaient déployés des deux côtés du Tigre. Une force occupait la rive droite, une autre la rive gauche. C'était une tenaille parfaite qui bloquait toutes les routes menant hors de Bagdad. Aucun renfort ne pourrait arriver. Aucun fuyard ne pourrait s'échapper. Le 18 janvier 1258, Al-Mustasim lança sa première attaque. Ses troupes sortirent par les portes orientales et se jetèrent sur les positions mongoles de la rive droite. L'assaut initial connut un certain succès. Les soldats abbassides, désespérés, combattirent avec une férocité que les Mongols ne leur connaissaient pas. Ils réussirent à repousser les avant-postes ennemis sur plusieurs centaines de mètres. Pendant quelques heures, l'espoir régna dans Bagdad. Peut-être que Dieu protégeait vraiment sa ville. Mais cette victoire n'était qu'une illusion. Hulagu avait anticipé cette sortie. Il avait volontairement affaibli les positions de la rive droite pour attirer les troupes abbassides dans un piège. Pendant que l'armée du calife s'épuisait dans cette bataille secondaire, les ingénieurs mongols travaillaient frénétiquement en amont du Tigre. Ils détruisaient les digues. Ils comblaient les canaux d'irrigation. Ils détournaient les cours d'eau. Cette manipulation hydraulique était une spécialité mongole héritée des Chinois. En modifiant le débit et le cours des eaux, ils pouvaient transformer le terrain de bataille, créer des marécages, piéger des armées entières. Le lendemain, Al-Mustasim ordonna une seconde attaque, cette fois contre les positions de la rive gauche. Il pensait exploiter son succès de la veille. Ses troupes traversèrent le fleuve et chargèrent les lignes mongoles. Mais elles découvrirent avec horreur que le terrain avait changé. Les zones qui étaient sèches la veille étaient maintenant inondées. Les chemins praticables s'étaient transformés en bourbiers. La cavalerie mongole attendait ce moment. Elle fondit sur les troupes abbassides enlisées dans la boue. Les archers déversèrent des nuées de flèches sur les soldats piégés. Puis les cavaliers chargèrent, sabrant, piétinant, massacrant. Les soldats d'Al-Mustasim tentèrent de battre en retraite, mais ils étaient cernés. Les eaux qu'ils avaient traversées facilement quelques heures plus tôt étaient devenues un obstacle mortel. Des milliers de soldats abbassides périrent noyés, essayant désespérément de regagner la sécurité de Bagdad. D'autres furent rattrapés par la cavalerie mongole et massacrés. Ceux qui réussirent à atteindre les murailles étaient brisés, terrorisés, incapables de continuer le combat. En l'espace d'une seule journée, l'armée du califat avait cessé d'exister comme force militaire efficace. Hulagu pouvait maintenant concentrer toute son attention sur la ville elle-même. Il fit établir un camp principal face aux murailles occidentales. Les tentes mongoles s'étendaient à perte de vue, une mer de feutre et de cuir d'où s'échappaient les fumées de milliers de feux. L'armée s'installa pour un siège en règle. Les ingénieurs chinois, sous le commandement de Guokan, commencèrent leurs travaux. Ils creusèrent des tranchées en zigzag qui s'approchaient progressivement des murailles. Ces tranchées permettaient aux soldats d'avancer à couvert des projectiles défenseurs. Ils construisirent d'énormes catapultes, des engins de siège capables de lancer des pierres de plusieurs centaines de kilos contre les fortifications. Les habitants de Bagdad pouvaient voir ces préparatifs depuis leurs murailles. Jour après jour, les machines de guerre grandissaient, les tranchées se rapprochaient, l'encerclement se resserrait, et aucun secours n'arrivait. Les autres puissances musulmanes, terrorisées par les Mongols ou paralysées par leurs propres problèmes, n'envoyèrent aucune armée. Bagdad était seul face à son destin. Le 29 janvier 1258, le siège commença officiellement. Les catapultes mongoles se mirent à tirer. Les projectiles s'écrasaient contre les murailles avec un bruit de tonnerre. Les pierres pulvérisaient les créneaux, écrasaient les défenseurs, créaient des éboulements. Jour et nuit, le bombardement continua. Les habitants ne pouvaient plus dormir, terrifiés par le fracas incessant des impacts. Les défenseurs tentèrent de riposter avec leurs propres machines, mais elles étaient dépassées, mal entretenues, inefficaces. Pour un projectile abbasside, les Mongols en lançaient 10. Les murailles commencèrent à se fissurer. Des sections entières s'effondraient dans des nuages de poussière. Les brèches s'élargissaient. Le 5 février, après seulement une semaine de bombardements intenses, les Mongols réussirent à ouvrir une brèche importante dans le mur oriental. C'était une performance extraordinaire. La plupart des sièges médiévaux duraient des mois, parfois des années.
Mais la technologie militaire mongole, combinée à la faiblesse des défenses abbassides, avait permis ce résultat stupéfiant. Al-Mustasim comprit que c'était fini. Il n'avait plus d'armée. Ses murailles étaient brisées. Aucun secours n'arriverait. Il envoya de nouveau des émissaires proposer sa reddition. Cette fois, il offrait tout, son trésor, ses palais, sa couronne. Il demandait seulement qu'on épargne la population. Holago refuse. Il exigea que le calife vienne en personne, avec tous ses ministres, ses généraux, ses hauts fonctionnaires. Il devait se présenter devant le camp mongol, sans armes, sans escorte, en signe de soumission absolue. Al-Mustasim, n'ayant plus d'autre choix, accepta. Le 10 février 1258, les portes de Bagdad s'ouvrirent. Al-Mustasim sortit, entouré de 3000 notables, ministres, juges, savants, officiers, religieux. Ils marchaient en silence vers le camp mongol. La foule sur les murailles les regardait partir, sachant que le sort de la ville dépendait de cette rencontre. Hulagu les reçut dans sa tente. Il était assis sur son trône de campagne, entouré de ses généraux. Al-Mustasim s'inclina, ce que jamais un calife n'avait fait devant un infidèle. Il offrit formellement sa soumission. Hulagu écouta sans montrer d'émotion. Puis il donna ses ordres. Les 3000 notables furent immédiatement arrêtés. Les gardes mongols les encerclèrent et les menèrent à l'écart. Là, loin des regards, ils furent tous exécutés. Certains furent décapités. D'autres furent piétinés par les chevaux. Quelques-uns furent simplement égorgés. En quelques heures, tout l'appareil administratif et militaire du califat cessa d'exister. Al-Mustasim fut épargné, mais seulement pour assister à ce qui allait suivre. Hulagu voulait que le calife voie de ses yeux la destruction de son monde. C'était une cruauté raffinée, typique de la psychologie mongole. La souffrance physique n'était rien comparée à la torture de voir son peuple massacré sans pouvoir l'empêcher. Le 13 février, les troupes mongoles entrèrent dans Bagdad. Les ordres de Hulagu étaient clairs. Les chrétiens et les érudits devaient être épargnés. Tous les autres étaient à la merci des soldats. Ce qui suivit dépassa les pires cauchemars. Les guerriers mongols se répandirent dans les rues comme une marée destructrice. Ils tuaient tout ce qui bougeait, hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils ne faisaient aucune distinction. Les bébés étaient arrachés des bras de leur mère et jetés contre les murs. Les enfants étaient embrochés sur les lances. Les femmes étaient violées en public avant d'être égorgées. Les hommes étaient décapités par groupes entiers. Les mosquées ne fournirent aucun refuge. Les soldats y entraient et massacraient tous ceux qui s'y étaient réfugiés. Les imams qui tentaient d'intercéder étaient tués les premiers. Le sang coulait sur les tapis de prière, souillant les lieux saints. Les coupoles dorées furent dépouillées de leur or. Les minarets furent abattus. Les palais du calife furent pillés systématiquement. Les trésors accumulés pendant 5 siècles furent emportés. Les bijoux, l'or, l'argent, les pierres précieuses, les soieries, tout fut chargé sur des chariots. Ce que les Mongols ne pouvaient emporter fut détruit. Les fresques furent martelées. Les meubles précieux furent brûlés. Les jardins furent saccagés. Mais le pire fut la destruction de la bibliothèque. Cette institution unique abritait des centaines de milliers de manuscrits. Des traités de médecine qui contenaient des savoirs perdus de l'Antiquité. Des traductions arabes de philosophes grecs dont les originaux avaient disparu. Des ouvrages d'astronomie, de mathématiques, de géographie, de poésie, d'histoire. L'accumulation de plusieurs siècles de civilisation. Les soldats mongols ne savaient pas lire. Pour eux, ces livres n'avaient aucune valeur. Ils les jetèrent dans le Tigre par milliers. Les chroniques racontent que l'eau du fleuve devint noire à cause de l'encre. Pendant des jours, des livres flottèrent sur les flots, transportant vers la mer les derniers vestiges de la connaissance. D'autres manuscrits furent brûlés pour faire du feu. Des générations de savoir partirent en fumée. Le massacre continua pendant une semaine entière. Du 13 au 20 février, Bagdad vécut un enfer. Les corps s'entassaient dans les rues. Le sang formait des flaques qui attiraient les mouches. L'odeur devint insupportable. Les survivants, cachés dans les caves et les greniers, pouvaient entendre les hurlements de ceux qui étaient découverts et tués. Certains habitants tentèrent de fuir. Ils essayèrent de se glisser hors de la ville pendant la nuit, en escaladant les murailles ou en nageant dans le Tigre. Mais les Mongols gardaient toutes les sorties. Environ 90 000 personnes qui réussirent à s'échapper furent rattrapées et massacrées hors des murs. Leurs corps furent laissés là où ils étaient tombés, nourriture pour les chiens et les oiseaux. Les chroniqueurs musulmans de l'époque parlent de 800 000 morts. Les estimations modernes varient entre 200 000 et 1 million de victimes. Le chiffre exact ne sera jamais connu, mais ce qui est certain, c'est qu'une proportion énorme de la population de Bagdad périt pendant ces jours terribles. Des quartiers entiers furent vidés de leurs habitants.
Hulagu força al-Mustasim à assister à tout cela. Le calife fut promené dans les rues dévastées. On lui montra les mosquées profanées, les palais pillés, les cadavres entassés. Peut-être Hulagu voulait-il qu'al-Mustasim comprenne le prix de son arrogance. Peut-être voulait-il simplement savourer sa victoire totale sur l'islam. Le sort d'al-Mustasim fait l'objet de plusieurs récits. La version la plus courante dit qu'il fut enroulé dans un tapis et piétiné par des chevaux. Cette méthode d'exécution avait une signification symbolique pour les Mongols. Ils croyaient qu'il était sacrilège de faire couler le sang royal directement sur la terre. En enveloppant le calife dans un tapis avant de le tuer, ils évitaient techniquement cette souillure. Une autre version affirme qu'il fut enfermé dans une tour avec ses trésors et laissé mourir de faim. Hulagu lui aurait dit « Tu as amassé ces richesses au lieu de les utiliser pour payer une armée. Maintenant, mange ton or. » Cette histoire a probablement une dimension légendaire, mais elle illustre le mépris mongol pour l'avarice du calife. Marco Polo, qui visita la région quelques années plus tard, rapporta une troisième version. Selon lui, al-Mustasim serait mort de faim pendant le siège, car 1258 fut une année de famine catastrophique suite à l'éruption volcanique du Samalas en 1257. Mais cette version est contredite par d'autres sources plus fiables. Ce qui est certain, c'est qu'al-Mustasim mourut dans les jours suivant la chute de Bagdad. Avec lui mourut le califat abbasside de Bagdad qui avait duré 508 ans. Ses fils furent tués également. Un seul survécut, envoyé en Mongolie comme esclave. Plus tard, un oncle d'al-Mustasim réussit à s'échapper et rejoindre le Caire, où les Mamelouks installèrent un califat fantoche purement symbolique. Mais le véritable califat, celui qui avait gouverné effectivement, était mort à Bagdad. Après une semaine de massacre, même les soldats mongols étaient épuisés. L'odeur des cadavres en décomposition était devenue insupportable. Les chroniques rapportent que Hulagu dut déplacer son camp vers l'ouest, du côté d'où soufflait le vent, pour échapper à la puanteur. Des maladies commencèrent à se déclarer. Les Mongols comprirent qu'il fallait arrêter. Hulagu donna finalement l'ordre de cesser le massacre. Les survivants furent rassemblés et triés. Les chrétiens, reconnaissables à leurs vêtements ou dénoncés par des collaborateurs locaux, furent effectivement épargnés. Dokuz Khatun, l'épouse chrétienne de Hulagu, avait insisté pour qu'on les protège. Des savants musulmans furent également identifiés et sauvés. Hulagu, malgré sa cruauté, reconnaissait la valeur de la connaissance. Mais ces survivants ne représentaient qu'une infime fraction de la population d'avant le siège. Bagdad était devenue une ville fantôme. Des quartiers entiers étaient déserts. Les marchés étaient vides. Les mosquées étaient en ruine. Les cadavres continuaient de pourrir dans les rues. Il faudrait des années pour nettoyer la ville, des décennies pour qu'elle retrouve une partie de sa population, et jamais plus elle ne retrouverait sa gloire passée. La chute de Bagdad provoqua un choc dans tout le monde musulman. Les nouvelles se répandirent par les caravanes, les marchands, les réfugiés. De l'Andalousie au Bengale, les musulmans apprirent avec horreur que la capitale du califat était tombée, que le calife était mort, que le cœur de l'islam avait cessé de battre. Certains refusèrent d'y croire. C'était impossible. Dieu ne pouvait pas permettre une telle catastrophe. Des prédicateurs affirmaient que c'était des mensonges, de la propagande mongole. Mais trop de témoins oculaires racontaient la même histoire. Il fallut se rendre à l'évidence. L'impensable s'était produit. Les théologiens se demandèrent ce que signifiait cette catastrophe. Était-ce une punition divine pour les péchés des musulmans? Un test de leur foi? Le début de la fin des temps prophétisés? Les débats théologiques firent rage pendant des années. Certains y virent la preuve que le califat abbasside avait perdu la baraka, la bénédiction divine. D'autres affirmèrent que les vrais coupables étaient les conseillers chiites du calife qui l'avaient trahi. Du point de vue politique, les conséquences furent immenses. L'Égypte et les Mamelouks devinrent le nouveau centre du pouvoir sunnite. Le Caire remplaça Bagdad comme métropole de la culture arabe. L'Irak perdit son statut de région centrale du monde musulman. La géographie politique de l'islam avait basculé définitivement vers l'ouest. Grisé par sa victoire, Hulagu ne s'arrêta pas. En 1259, son armée envahit la Syrie. Alep tomba après un siège brutal. Damas se rendit sans combattre pour éviter le sort de Bagdad. Les Mongols pillèrent ces villes, mais moins systématiquement. Ils avançaient maintenant vers l'Égypte, le dernier grand État musulman de la région. Mais alors qu'ils se préparaient à cette campagne, Hulagu reçut une nouvelle terrible. Möngke Khan était mort en Chine, probablement de dysenterie. Un conseil devait se tenir en Mongolie pour choisir le nouveau grand Khan. Hulagu, en tant que prince du sang, devait y assister ou au moins y être représenté. Il ne pouvait pas continuer sa campagne tant que la succession n'était pas réglée.
Hulagu laissa une partie de son armée en Syrie sous le commandement de Kitbuga, un général nestorien chrétien. Lui-même repartit vers la Perse avec le gros de ses forces. Il ne reviendrait jamais en Syrie. Les querelles de succession entre ses frères l'occuperaient pendant des années, puis la consolidation de son nouveau royaume, l'Ilkhanat de Perse. L'armée mongole restée en Syrie comptait environ 20 000 hommes. C'était une force considérable, mais infiniment moins imposante que l'armée qui avait pris Bagdad. Kitbuga était un excellent général, mais il était arrogant. Quand on lui conseilla d'attendre des renforts avant d'attaquer l'Égypte, il refusa avec mépris. Les Mongols étaient invincibles, disait-il. Aucune armée ne pouvait les battre. Le sultanat mamelouk d'Égypte se préparait fébrilement. Le sultan Kutuz savait que son royaume était le prochain sur la liste mongole. Mais contrairement à Al-Mustassim, il ne se berçait pas d'illusions. Il leva une armée puissante, mobilisa tous les hommes disponibles, rappela les garnisons des frontières. Il envoya aussi des espions en Syrie pour évaluer la force mongole restante. Quand il apprit que Hulagu était parti avec la majorité de ses troupes, Kutuz comprit que c'était le moment d'agir. Il envoya son armée vers le nord, sous le commandement de son meilleur général, Baybars. C'était un stratège brillant qui avait étudié les tactiques mongoles et développé des contre-mesures. Le 3 septembre 1260, les deux armées se rencontrèrent à Ain Jalut, près de Nazareth en Palestine. La bataille fut acharnée. Les Mongols utilisèrent leurs tactiques habituelles de feinte et d'encerclement. Mais les Mamelouks ne paniquèrent pas. Ils avaient été entraînés spécifiquement pour affronter ces manœuvres. Quand la cavalerie mongole chargea, l'infanterie mamelouk tint bon. Quand les Mongols tentèrent de les encercler, les Mamelouks se replièrent en bon ordre vers des positions préparées. Finalement, Baybars lança une contre-attaque massive au centre. La ligne mongole se brisa. Kitbuga fut tué dans la mêlée. Les Mongols, pour la première fois de leur histoire, furent complètement défaits en bataille rangée. Les survivants s'enfuirent vers l'Euphrate. La Syrie fut perdue. Les Mongols ne remettraient plus jamais les pieds en Égypte. La bataille d'Ain Jalut est l'un des tournants de l'histoire mondiale. Si les Mongols avaient gagné, ils auraient conquis l'Égypte, puis probablement l'Afrique du Nord. Le monde musulman méditerranéen aurait été détruit comme l'avait été le califat de Bagdad. Au lieu de cela, les Mamelouks stoppèrent l'expansion mongole. Ils prouvèrent que ces guerriers n'étaient pas invincibles. Après la victoire, Baybars assassina Kutuz dans une querelle de pouvoir et se proclama sultan. Il serait l'un des plus grands dirigeants de l'histoire islamique, organisant la résistance contre les croisés et contre les Mongols. C'est lui qui invita un survivant abbasside au Caire et créa le califat fantoche qui légitimerait le pouvoir mamelouk pendant des siècles. Hulagu, de son côté, établit l'Ilkhanat de Perse. Ce royaume contrôlait l'Iran, l'Irak et une partie de l'Anatolie. Il était officiellement vassal du Grand Khan, mais en pratique largement indépendant. Hulagu fit de Maraga sa capitale et en fit un centre culturel et scientifique. Paradoxalement, le destructeur de Bagdad devint un mécène des arts et des sciences. L'Ilkhanat perdura pendant près d'un siècle. Les Mongols de Perse se convertirent progressivement à l'islam, adoptèrent la culture persane, s'intégrèrent à la société locale. Vers 1300, il était difficile de les distinguer des autres dynasties musulmanes. Mais ils ne reconstruisirent jamais Bagdad à son ancien niveau. La ville survécut comme centre régional, mais son âge d'or était terminé pour toujours. Le siège de Bagdad révèle pourquoi les Mongols dominaient militairement le XIIIe siècle. Leur supériorité reposait sur 4 piliers essentiels qui expliquent leur succès fulgurant. D'abord, leur technologie de siège était inégalée. Les ingénieurs chinois qu'ils employaient maîtrisaient des catapultes géantes, capables de pulvériser les murailles les plus solides. Ces spécialistes calculaient avec précision les trajectoires, ajustaient les tensions, choisissaient les projectiles optimaux. Face aux fortifications abbassides mal entretenues, cette expertise technique fit des ravages. Ensuite, leur logistique dépassait tout ce que le monde médiéval connaissait. Chaque cavalier disposait de plusieurs chevaux, permettant de parcourir des distances énormes, sans fatigue. Les Mongols vivaient sur le terrain, prélevant nourriture et ressources sur les populations conquises. Contrairement aux armées européennes ou musulmanes dépendantes de longues lignes de ravitaillement vulnérables, ils conservaient leur mobilité et leur efficacité sur des milliers de kilomètres. Troisièmement, leur organisation était redoutable. L'armée suivait un système décimal rigide. 10 hommes formaient une unité avec un chef, 10 unités créaient un groupe de 100, et ainsi de suite. Cette structure permettait de transmettre les ordres rapidement et de coordonner des dizaines de milliers d'hommes avec une précision chirurgicale.
Quatrièmement, leurs tactiques étaient dévastatrices. Les Mongols excellaient dans l'art de la feinte et de l'encerclement. Leurs archers montés tiraient en fuyant, harcelant sans risque. Leur cavalerie lourde brisait n'importe quelle ligne d'infanterie. Cette combinaison de mobilité et de puissance de feu écrasait systématiquement leurs adversaires. Mais leur arme secrète dépassait la technique. C'était la terreur. Gengis Khan avait compris qu'une ville résistante coûte cher en vie et en temps. En massacrant systématiquement les populations qui s'opposaient, les Mongols faisaient en sorte que d'autres villes, terrorisées par ces récits, se rendaient sans combat. Le massacre de Bagdad n'était pas de la barbarie aveugle, mais une stratégie calculée. Hulagu voulait que cette histoire soit racontée partout, qu'elle hante les princes et les califes, qu'elle prouve l'inutilité de toute résistance. Cette méthode avait fonctionné en Chine, en Asie centrale, en Russie. Des dizaines de villes capitulaient après avoir entendu le sort de leurs voisines. Les Mongols économisaient ainsi des mois de siège et des milliers de soldats. Le prix était payé par ceux qui osaient résister. Les historiens modernes débattent de cette légende noire mongole. Certains soulignent leur tolérance religieuse, leur protection des marchands, leur appréciation des arts. Hulagu lui-même était cultivé et amateur de philosophie. Mais cette révision ne peut effacer la réalité des massacres. Samarcande, Merv, Kiev, Pékin, partout, la même recette, destruction totale, massacre massif, terreur absolue. Cette brutalité n'était pas unique aux Mongols. Les croisés avaient massacré Jérusalem en 1099. Les armées chinoises détruisaient des cités rebelles. Les Européens brûlaient des villages entiers. La différence mongole résidait dans l'échelle industrielle, la systématisation, l'utilisation délibérée de la terreur comme arme stratégique. La destruction de Bagdad eut des conséquences culturelles catastrophiques qui résonnent encore aujourd'hui. La perte de la bibliothèque représenta un recul majeur pour l'humanité entière. Les manuscrits détruits contenaient des traductions arabes d'œuvres grecques antiques dont les originaux avaient disparu. Des traités d'Aristote, des textes médicaux de Galien, des études mathématiques d'Euclide. Tout cela existait en arabe, mais plus en grec. Une partie irremplaçable du patrimoine intellectuel humain disparut à jamais. La médecine islamique du XIIIe millénième siècle était la plus avancée au monde. Les médecins arabes et persans pratiquaient des chirurgies complexes, utilisaient l'anesthésie, comprenaient la circulation sanguine. L'astronomie islamique avait créé des tables précises, cartographié les étoiles, calculé le diamètre terrestre. La littérature, poésie, chronique, romans, partit en fumée. Des décennies de savoir disparurent. Quelques manuscrits survécurent grâce aux savants ayant fui vers l'Égypte ou le Maghreb, aux bibliothèques privées épargnées, aux copies existant ailleurs. Mais les pertes restent incalculables. L'impact psychologique fut terrible. Pendant des siècles, les savants islamiques avaient été à la pointe du progrès. Après Bagdad, leur confiance vacilla. Comment concilier l'idée d'être la meilleure civilisation avec une défaite si brutale ? Des débats théologiques s'ensuivirent sur les causes de cette catastrophe. Un mouvement conservateur gagna du terrain. La philosophie et la théologie rationnelle tombèrent en disgrâce. L'accent se déplaça vers les textes sacrés et la loi religieuse. L'innovation intellectuelle devint suspecte. Le dynamisme de l'âge d'or abbasside ne revint jamais. Paradoxalement, certains savoirs profitèrent de la conquête mongole. L'observatoire de Maraga devint un centre astronomique majeur. Des échanges s'établirent entre la Chine, la Perse et l'Europe. Mais ces développements ne compensèrent pas les pertes immédiates. Une génération entière de savants périt. Des écoles de pensée disparurent. Des traditions s'éteignirent. L'Irak ne se remit jamais complètement. Les Mongols détruisirent le système sophistiqué de canaux d'irrigation. Sans entretien, la région passa d'une des plus fertiles au monde à une zone partiellement désertique. Bagdad, qui comptait peut-être 1 million d'habitants, n'en avait plus que quelques dizaines de milliers. 7 siècles et demi plus tard, le siège de Bagdad résonne toujours dans la mémoire collective musulmane comme un moment charnière où tout bascula. Pour beaucoup d'historiens arabes, 1258 marque la fin de l'âge d'or islamique. La destruction de Bagdad est devenue une référence politique. Des commentateurs ont établi des parallèles avec l'exécution de Saddam Hussein en 2006, l'occupation américaine de 2003. Oussama Ben Laden comparait les Mongols aux envahisseurs occidentaux modernes. Ces parallèles montrent que 1258 reste une blessure ouverte, un traumatisme collectif non résolu. Le siège offre plusieurs leçons historiques. La supériorité militaire dépend autant de l'organisation que du nombre. La terreur peut être efficace à court terme, mais génère une haine durable. Les choix individuels peuvent changer le cours des civilisations.
La culture est fragile, des siècles de savoir peuvent disparaître en quelques jours. Mais le monde ne finit pas. D'autres villes prirent le relais. Le Caire, Damas, Fès, Istanbul devinrent les nouveaux centres de la civilisation islamique. Des savants reconstitueraient le savoir perdu. La civilisation islamique survécut, même transformée. Cette résilience est la vraie leçon. Même les catastrophes totales ne sont pas définitives. Les civilisations peuvent être brisées mais survivent tant que des gens transmettent leurs valeurs et reconstruisent sur les ruines. Bagdad existe encore aujourd'hui avec plusieurs millions d'habitants, témoignage vivant de la résilience humaine face aux catastrophes